Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence. Le thème principal est donc le bon, la brute et le truand des médias. Si vous êtes ici, c'est soit que vous avez quelques petits problèmes avec votre médiathèque, ou alors la médiathèque de vos clients, ou que vous êtes particulièrement fan des western spaghetti. Ça peut aussi être une option. Je me présente, je m'appelle Stéphane Godel, je suis UX designer chez BIP, une agence web, et aussi product owner de Mediapapa. Mediapapa, c'est une extension copilote de gestion de médiathèque. Tout ça pour vous dire que des médiathèques, je commence à en avoir vu pas mal, que ce soit au sein des clients BIP, au sein d'autres médiathèques, et elles ont un point commun. Elles sont très mal rangées, laissées à l'abandon. Il y a vraiment peu de choses à en tirer la plupart du temps, et c'est compliqué d'aller retrouver des médias à l'intérieur de ces médiathèques. Alors, là, vous allez me dire, Stéphane, c'est quoi le rapport entre le Far West et les médiathèques? Vous allez voir où je veux en venir. Les médiathèques, pour moi, ça devrait être comme un bon western. C'est-à-dire que dans un bon western, d'une façon assez simplifiée, n'en déplaise à certains puristes, vous avez un cow-boy, un cheval, et c'est tout. C'est-à-dire que quand vous appelez votre cow-boy, l'inverse, quand le cow-boy appelle son cheval, le cheval y rapplique immédiatement. Et ça devrait être la même chose avec les médias dans votre médiathèque. C'est-à-dire que lorsque vous faites une recherche de médias pour trouver un média qui est présent dans votre médiathèque, il devrait arriver immédiatement. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de la plupart des médias. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'un mauvais western. Le mauvais western, alors encore une fois, je vous le fais en version très simplifiée. Dedans, vous allez imaginer un western assez chaotique. En premier, vous allez avoir plein de figurants inutiles. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils prennent de l'espace, ils ne sont pas vraiment utiles, mais dans le doute, on ne sait jamais, quelque part, ils pourraient avoir une utilité. Donc on ne va pas les supprimer. En plus de ça, vous ajoutez plein de chevaux identiques. Donc c'est assez simple quand les chevaux sont les uns à côté des autres pour savoir qu'on a des chevaux identiques, mais quand ils sont d'un bout à l'autre du Far West, là, on ne sait plus quand est-ce qu'on a des doublons. Et enfin, dans ce Far West, vous allez ajouter des cactus gigantesques, c'est-à-dire tellement grands qu'on les voit à l'horizon. Ces cactus gigantesques, ils prennent toute la place. Et sûrement que l'ingé responsable de la décoration n'avait jamais vu, en tout cas, la bonne taille pour un cactus, donc il les a laissés dans cet état-là. Ça, malheureusement, c'est l'état de votre médiathèque, ou en tout cas l'état des médiathèques de la plupart de vos clients. Alors, nous, ce qu'on va voir dans cette conférence, c'est surtout comment organiser ce mauvais western et comment aller vers un western bien organisé. En tout cas, un western dans lequel on peut retrouver facilement son cheval. En premier, on va définir qu'est-ce qu'un bon média. Un bon média, il respecte 4 critères. En premier, il est unique. C'est-à-dire qu'il n'a pas de doublon et quand vous recherchez ce média, il n'y a qu'une seule possibilité. En second, ce média, il est optimisé. C'est-à-dire que vous avez choisi le bon format pour son usage et il est compressé suffisamment, en tout cas, pour ne pas faire baisser les performances de votre site ou occuper trop d'espace sur votre disque dur. En troisième caractéristique, c'est un média qui va être nommé. C'est bête à dire, mais en fait, une fois que vous avez nommé votre média, ça va être beaucoup plus simple de le retrouver par rapport à un nommage, on va dire, un peu plus robotique. Et la dernière caractéristique, votre média, il doit être rangé. Que ce soit avec un système de dossiers, de labels ou d'autres si vous avez une idée, véritablement votre média, vous devez savoir où il est rangé pour pouvoir le retrouver. Donc c'est exactement la même chose avec votre cheval. Globalement, vous devez avoir suffisamment de caractéristiques sur votre cheval et il est suffisamment bien dressé pour qu'il revienne à vous. Et dans ce Far West, on a plusieurs comportements de cow-boy. Alors, en contribution, on va voir un peu dans quel bord vous vous situez. En premier, on a le bon. Le bon, lui, il va suivre toutes les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'il les a apprises, il les met en place, par contre, il va les faire à la main. Ça va lui coûter un temps monstrueux de réaliser toutes ces bonnes pratiques, mais il a l'avantage d'avoir au moins un site propre, ordonné et une médiathèque dans le même état. Là, j'aimerais bien savoir un peu à vue de nez dans la salle, à la main levée, qui se reconnaît dans le profil du bon, en tout cas. Ok, quand même en bon tiers, hein. C'est pas mal. Maintenant, le deuxième profil, un peu à l'opposé, on a la brute. La brute, elle va passer en force. Elle va passer en force, ça veut dire qu'elle va tout simplement respecter aucune règle. C'est tout juste si les bonnes pratiques, elle sait ce que c'est.
Le problème de ça, c'est qu'elle va perdre une énergie considérable lorsqu'elle recherche un média, et en plus, elle va avoir un site qui est à la fois désordonné et beaucoup trop lourd pour l'usage qui devrait en être fait sur le web. Pareil, à main levée, si vous vous reconnaissez dans les brutes, c'est un petit peu plus timide ici. Et à côté, vous avez le troisième profil. Le troisième profil, c'est le truand. Le truand, lui, alors, comparé au film, il est un peu plus présenté de manière enjolivée ici. C'est un profil qui va optimiser chacune de ses actions. Il va aller surtout utiliser des outils qui sont adaptés à tous ses objectifs vis-à-vis de sa médiathèque. Et ça va lui permettre surtout de rester serein à l'usage de son site web. Il sait que quand il va chercher un média, ce média, il va le trouver. Et enfin, son site va surtout être bien rangé et suffisamment léger pour l'usage du web. Dernier rappel pour les truands, est-ce qu'on en a dans la salle? Encore plus timide que les brutes. Alors, la première question, pourquoi ranger sa médiathèque? Parce que là, vous allez me dire aussi, bon, qui va vraiment dans sa médiathèque pour aller la ranger? La médiathèque, comment dire? Les sites web, en fait, se divisent en deux catégories. Vous avez ceux qui apparaissent sur Google et vous avez ceux qui chargent vite en premier et ceux qui disparaissent de Google en deuxième. C'est quelque chose qui va concerner à peu près tous les sites. Quelle que soit la taille de votre équipe de contribution, quel que soit votre site, quel que soit son objectif, on a souvent un besoin de SEO sur nos sites, on a besoin d'apparaître. Donc, ça va concerner tout le monde, et en plus de ça, ça va être un travail qui va être continu. C'est-à-dire qu'à la fois sur vos nouveaux médias, vous avez un travail à réaliser, mais aussi sur vos anciens médias, qui vont devenir petit à petit obsolètes, au fur et à mesure que vous supprimez des pages, ou que vous les remplacez par des nouveaux médias. Et enfin, votre comportement, c'est quelque chose qui va influer directement votre médiathèque. C'est-à-dire que tous les doublons, tous les médias inutilisés, ça provient immédiatement de votre comportement vis-à-vis de votre médiathèque. Et donc c'est très important d'aller comprendre nos différents comportements et d'aller appliquer les bonnes solutions pour éviter de retrouver une médiathèque chaotique. Pourquoi trier sa médiathèque? En 3 points. En premier, pour le plaisir. Voilà. En tout cas, la satisfaction d'avoir une médiathèque bien rangée, mais c'est surtout qu'à l'usage, vous allez perdre beaucoup moins de temps à aller chercher vos médias. Vous allez aussi avoir un peu plus de facilité à aller retrouver dans vos médiathèques les éléments qui vous intéressent. Et enfin, vous allez avoir une certaine satisfaction lorsque vos pages sont correctement contribuées, pour être sûr que, quand elles apparaissent, vous êtes serein et elles sont correctes. En second, pour économiser. Alors, économiser sur 2 points. Gérer votre médiathèque, ça vous permet de comprendre un peu mieux quelle est la taille de votre serveur occupé par la médiathèque. Et ensuite, ça va vous permettre aussi de gérer mieux votre empreinte carbone vis-à-vis de cette taille de serveur. Enfin, pour le référencement SEO. Alors, on sait que WordPress utilise des vignettes qui permettent de compresser davantage les médias qu'on utilise, en tout cas pour les images. Mais lorsque vous utilisez des tailles d'origine, là, vous êtes directement avec le poids de votre image, telle qu'elle est, pas compressée par WordPress, pas d'aide à la contribution. Donc pour le SEO, en fait, quand vous réduisez le poids des images, vous allez accélérer le chargement de vos pages. Et en accélérant le chargement de vos pages, vous allez aussi réduire le temps consommé dans le budget des moteurs de recherche. Ce qui va vous permettre principalement que le moteur de recherche visite plus de pages. Et en visitant plus de pages, il va mieux référencer votre site web, en tout cas il va mieux comprendre qui vous êtes et va transmettre vos pages à ceux qui sont intéressés par votre site web. Donc maintenant que le décor il est planté, je vous propose d'entrer plutôt dans le vif du sujet. En premier, on va faire un focus sur le poids des images. Pourquoi spécifiquement les images? Il faut savoir que les images, ça représente environ 70 à 90% des médiathèques. Donc c'est clairement le type de média le plus utilisé et surtout l'un des médias qui va prendre le plus de place dans vos médiathèques. Par rapport à l'analogie, les images, c'était donc nos immenses cactus où ils sont posés. Là, dans le désert, c'est facile de les voir. Dans une médiathèque, c'est peut-être un peu moins facile de voir quelles images sont beaucoup trop lourdes ou pas par rapport à l'usage web. Premier focus sur les dimensions. Alors,
Du côté des dimensions, nos trois cow-boys vont avoir trois comportements différents. Le premier, le bon, lui, il va redimensionner toutes ces images à la main, avant upload. Donc là, ça va lui prendre un certain temps. C'est un peu plus facile quand il utilise des outils d'export à partir de ses outils de design. Mais sinon, la plupart du temps, il faut repasser par d'autres outils pour aller compresser, pour aller redimensionner tout ça. La brute, elle va pas trop se soucier. Elle va envoyer directement des images de 5000 pixels dans son back-office. De toute manière, WordPress va redimensionner ces images à environ 2560 pixels. Et il va avoir globalement un stockage qui est doublé. Son image d'origine de 5000 pixels, plus l'image recompressée à 2560 pixels. Donc là déjà, on a un premier problème. Et enfin, à côté, vous avez le truand. Le truand, lui, il va aller sélectionner un outil qui lui permet de faire du redimensionnement, que ce soit en masse ou directement à l'upload pour gagner du temps. Côté redimensionnement, je vous conseille fortement d'avoir des images d'une taille maximum de 1920 pixels de large, et vous pouvez descendre jusqu'à 1200 pixels pour celles où vous êtes sûr que l'usage sera beaucoup plus petit sur vos différentes pages web. Je vous conseille surtout aussi d'aller utiliser les vignettes générées par WordPress lors de la contribution de vos images, en général entre 150 pixels jusqu'à 600 pixels. Certains thèmes proposent même des vignettes beaucoup plus adaptées à leurs différents usages. Et enfin, allez choisir un outil de resizing automatique pour vous simplifier la tâche et ne plus avoir à penser à redimensionner vos images lorsque vous les placez directement sur votre site web. La deuxième grande caractéristique côté image, c'est le format. Alors ici on retrouve nos trois cow-boys. Le bon, il va convertir ses images à l'avance, évidemment. La brute, elle, va tout mettre en PNG, parce que le PNG étant réputé pour être un des meilleurs formats, en tout cas celui qui va permettre d'avoir la meilleure qualité, même s'il est très lourd. Et le truand, lui, en fait, il va aussi choisir un outil de conversion de ses images, que ce soit en masse ou directement à l'upload. Du côté des formats, j'ai deux recommandations à vous faire. Soit le format WebP ou le format AVIF. Alors, pendant un temps, ces formats n'étaient pas forcément reconnus par tous les navigateurs, voire tous les moteurs de recherche. Maintenant, c'est plus le cas. Ils sont reconnus, ils sont faciles à lire, et ils sont surtout beaucoup plus performants que le JPEG. Pour le WebP, vous allez avoir jusqu'à 34% de gain, et pour le AVIF, jusqu'à 50% de gain par rapport à un JPEG qui est déjà optimisé. Enfin, je vous conseille aussi d'aller trouver un outil de conversion pour que vos images sur votre PC, vous puissiez continuer à utiliser du PNG, du JPEG lors de vos différents nettoyages de PC, on va dire, mais que sur votre site web, ce soit converti pour l'usage web. Et du coup, tout ça, ça nous mène à la dernière caractéristique, le poids de nos images. Le poids de nos images, il va falloir les compresser. Le bon, vous l'avez compris, il compresse avant upload, et ça lui prend tout autant de temps que les autres actions. La brute ne va surtout toucher à rien, parce que ce serait dommage d'aller compresser ces images et de risquer une certaine perte de qualité. Et le truand, lui, il sait que bien configuré, un outil de compression, ça permet de gagner suffisamment de place sur son serveur, mais aussi de ne pas perdre en qualité. Donc tout simplement, il n'hésite pas à les compresser automatiquement avec un outil, toutes ces images, et gagner de la place. Côté compression, je vous recommande d'avoir des images qui sont en dessous de 100 kilo-octets pour les images de taille assez classique, donc de 1920 pixels de large. Et si vous avez des cas exceptionnels, donc des images qui ont un usage très particulier, par exemple un portfolio où vous souhaitez avoir des photos qui puissent zoomer en grand, ou alors une carte sur laquelle il faut pouvoir zoomer pour retrouver les informations, là, essayez de viser une réduction à 500 kilo-octets environ. Qu'en est-il des autres médias? Parce que sur une médiathèque, on n'a pas que des images. Du côté des documents, des vidéos et des audios, on a un comportement qui est un peu différent. Du côté des documents, je vous recommande fortement d'aller passer tous vos documents en PDF. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre document n'a pas besoin d'être téléchargé et réutilisé par vos visiteurs, type une présentation, ou alors un tableur Excel par exemple, transformez-le en document PDF. Ce document PDF, vous allez avoir plus facilement l'opportunité de le compresser et donc de gagner de l'espace. Pour ce qui est des vidéos, première recommandation, et c'est presque une obligation, c'est d'aller héberger vos vidéos sur un service externe. Je vous cite YouTube, Dailymotion, Vimeo ou autre solution pro, celle qui vous convient le mieux, en tout cas, celle qui va permettre
de déplacer ce poids vers un autre serveur que le vôtre, et surtout de proposer, des tailles de vidéo adaptées à chacun des utilisateurs en fonction de sa connexion. Si vous tenez vraiment à les avoir sur votre serveur, utilisez du MP4, c'est celui qui va être le plus compressé. Pareil pour l'audio, je vous conseille fortement d'aller héberger vos audios sur une plateforme externe, et si vous souhaitez les héberger, prenez plutôt du MP3 compressé à 192 kbps. À présent, nous avons des médias qui sont optimales, en tout cas en termes de poids. Maintenant, voyons voir comment faire face à un deuxième fléau de la médiathèque, les doublons. Les doublons, c'est les chevaux qui portent le même nom et qui sont un peu partout dans notre médiathèque, et ils se ressemblent tous. Alors, le problème, c'est que ça apporte beaucoup de confusion à l'usage, on ne sait plus lequel on doit vraiment utiliser, ça utilise de la place serveur, et surtout ça allonge tout ce qui va être temps de restauration et de sauvegarde. Concernant les doublons, quelle est leur origine? En tout cas, pourquoi est-ce qu'on a des doublons sur notre médiathèque? Je vous la fais en assez simple. Vous allez sur votre page, vous souhaitez contribuer votre page. Là, si vous vous souvenez à peu près de ce que vous avez dans votre médiathèque, vous vous dites « j'ai le média qu'il me faut dans ma médiathèque ». Vous allez le chercher, un premier mot-clé, il n'apparaît pas. Ça c'est normal, il n'a pas de métadonnées à contribuer. Un deuxième mot-clé, il n'apparaît toujours pas. Alors vous allez le chercher à la main. Et une fois que vous allez le chercher à la main, vous tombez sur 4000 médias. Et 4000 médias, bon courage pour les retrouver votre image. Donc vous allez tout simplement abandonner d'aller chercher cette image à la main, et vous allez la prendre depuis votre PC, la drag and drop directement dans votre éditeur de contenu. Et ça, c'est si vous vous souvenez que vous avez une image dans votre médiathèque. La plupart du temps, vous faites simplement un drag and drop directement dans le contenu. Et là, vous avez créé un doublon. Donc, ces doublons, comment s'en sortir? En premier, vous avez le bon qui va faire du tri à la main. Bon courage. Vraiment impossible d'aller retrouver tous les doublons d'une médiathèque, c'est une source d'erreur gigantesque. En deuxième, la brute, elle va tout garder. C'est sûr, parce qu'au cas où elle supprime un doublon, il y aura forcément une erreur quelque part sur son site. Donc, mieux vaut ne pas y toucher. Et le truand, lui, il va aller trouver des outils adaptés, notamment des outils de détection de doublons, pour aller trouver chacune des images qui sont en doublon. Il va aussi avoir un outil qui lui permet de remplacer ces différentes images par l'image qu'il a sélectionnée, ce qui va lui permettre d'éviter les erreurs à la suppression de ces différents doublons. Il va aussi mettre en place quelque chose de très important, une nomenclature de titres. Pourquoi une nomenclature de titres? Tout simplement parce que, en ayant une nomenclature de titres, vous savez à peu près à quoi correspond le titre de vos images. Et donc là, vous allez, lorsque vous faites une recherche de votre média, savoir à peu près comment elle est nommée. Donc, retrouvez beaucoup plus facilement vos médias. Cette nomenclature de titres, bien évidemment, il va la partager à tous les contributeuristes qui sont avec lui. De cette manière-là, tout le monde travaille à l'unisson sur une même nomenclature, et il est beaucoup plus facile de travailler en équipe. Maintenant, pourquoi l'utilité des métadonnées? Je vous ai parlé du titre, bon, c'est une chose, il y en a d'autres. On a en premier la description. Alors la description, vous l'avez sur à peu près tous les médias, et cette description, elle ne sert qu'à vous. Donc, utilisez-la, si vous souhaitez la contribuer, pour y mettre des mots-clés supplémentaires, des instructions d'usage de votre média, ou alors un copyright, si vous voulez vous souvenir du copyright et l'avoir uniquement en back-office pour vous. La deuxième caractéristique importante, plutôt côté image, c'est le alt text. On ne le redira jamais assez, le alt text, remplissez-le uniquement sur les images informatives. Tout ce qui est images décoratives, laissez-les vides, qu'importe tout ce qui est conseil de SEO pour augmenter les bénéfices sur votre page. Si c'est pour avoir des mots-clés, mettez vos mots-clés autre part. Enfin, la dernière métadonnée qui nous intéresse, en tout cas pour la contribution, c'est surtout les légendes. Je vous invite fortement à contribuer les légendes globales de vos médias, ce qui va vous permettre d'avoir d'autant plus de mots-clés pour retrouver vos médias. Et en plus, lorsque vous contribuez dans une page votre média, vous allez pouvoir importer la légende globale et faciliter en tout cas votre travail de contribution. À vous de supprimer ou pas cette légende dans son contexte. Ça n'affectera pas la légende globale. Maintenant, du coup, on a une médiathèque qui est à la fois optimisée et normalement sans doublon, une fois qu'on a fait ce petit nettoyage. Mais c'est pas encore terminé. Il nous reste une dernière grande étape qui est l'organisation de la médiathèque. Alors, sur l'organisation, l'objectif c'est revenir un peu sur cette configuration. Un cow-boy, un cheval, on siffle le cheval et le cheval arrive tout de suite. On a 3 cow-boys, encore une fois. Le bon,
qui tente d'organiser sa médiathèque, mais qui va avoir pas mal de problèmes avec le WordPress natif. C'est tout juste si WordPress natif propose des options d'organisation de médiathèque. La brute, ne parlons pas d'organisation pour la brute. Et le truand, lui, il va aller choisir un outil d'organisation. Cet outil d'organisation, ça va lui permettre surtout de ranger, de placer et de savoir où sont ses médias dans sa médiathèque. Donc même s'il n'arrive pas à l'appeler avec une recherche, il va pouvoir aller chercher à la main facilement son média. Et comme dans ce monde, on a deux choses importantes, l'ordre et la méthode, on va aller voir la méthode de rangement. Dans l'écosystème, vous avez deux grandes solutions qui sont mises en avant, en tout cas pour l'organisation de médiathèque. Les dossiers d'un côté, et de l'autre, les étiquettes. Les dossiers, ils vont avoir pour avantage principal d'être très visuels. En tout cas, ils sont similaires au monde physique. Donc, on a un tiroir, on ouvre le tiroir, dans le tiroir, on a des boîtes, et dans nos boîtes, on a nos médias. Assez facile à comprendre. On a aussi, du coup, une sensation d'organisation de notre médiathèque. Quand on voit notre médiathèque, tout est bien rangé dans des petites boîtes. Et enfin, souvent, on va avoir l'arborescence de nos dossiers qui est visible sur le côté. Donc, d'un rapide coup d'œil, on comprend l'organisation d'une médiathèque qu'on n'a pas encore parcourue. Ce qui est assez agréable quand on est plusieurs contributeurs. Côté étiquette, on a un fonctionnement qui est beaucoup plus similaire au natif WordPress. C'est-à-dire qu'on va labelliser nos médias de la même manière qu'on labellise à la fois nos articles ou nos pages. Et de cette manière, en fait, on va pouvoir associer plusieurs étiquettes à différents médias. En tout cas, de manière beaucoup plus intuitive. Et enfin, l'usage est beaucoup plus similaire à la recherche. C'est-à-dire que quand on utilise des étiquettes, on s'oriente naturellement vers la recherche pour trouver un média ou trouver une étiquette. Donc, comme ce comportement est beaucoup plus rapproché du comportement de la recherche dans les métadonnées, ça nous permet d'aller facilement vers un même moyen pour retrouver nos médias. Les deux ont aussi leurs inconvénients. Côté dossier, par habitude, en tout cas de l'usage qu'on en a sur nos PC ou nos Mac, on ne peut mettre un document que dans un seul dossier. Même si les différentes solutions qui proposent des dossiers permettent de mettre un média dans plusieurs dossiers, c'est rarement l'usage qui en est fait, parce qu'on se met un frein psychologique par rapport à ça. Et donc du coup, on va tout simplement nommer nos dossiers de manière exclusive et s'empêcher d'avoir un autre rangement, en tout cas un rangement un peu plus dynamique de nos médias. Le deuxième problème des dossiers, c'est aussi beaucoup plus difficile de connaître le contenu d'un dossier avant de l'ouvrir. Donc quand vous arrivez dans une médiathèque que vous ne connaissez pas, il va falloir parcourir un peu l'entièreté des dossiers pour savoir ce que vous avez dessus. Et se rendre compte à quel point elle est plus ou moins bien rangée. Côté étiquette, là, on a une liste d'étiquettes à connaître, sauf si elle est affichée sur le côté. Globalement, vous ne pouvez pas connaître votre liste de tags lorsque vous voyez votre liste de médias. Et ça peut causer une certaine sensation de désordre organisé. C'est-à-dire que visuellement, vos médias sont à peu près comme ils sont dans WordPress natif, mais ils sont bien étiquetés. Donc il y a une certaine confusion par rapport à ça, et on va dire une manière de travailler différente par rapport à celle des dossiers. Au final, avec ces deux solutions, on va constater le même résultat. C'est-à-dire que les médiathèques sont toujours désorganisées, et on y retrouve difficilement les éléments. Alors pourquoi? C'est principalement à cause de l'investissement des contributeurs. C'est-à-dire que si vous ne vous investissez pas dans la médiathèque, dans le rangement, vous allez revenir au point de départ. Un western chaotique, impossible de retrouver votre cheval. Donc on a besoin d'un responsable de médiathèque. On a aussi besoin de fixer une certaine structure de dossier ou de label, et surtout de les respecter. En conclusion, en fait, à chacun son système d'organisation, dans le sens où chaque site web va avoir sa propre nomenclature, son propre moyen de rangement, que ce soit selon une caractéristique spécifique, selon des événements, ou alors plutôt selon les usages que vous en faites. Et surtout, il va falloir choisir des outils qui sont adaptés à vos objectifs. C'est-à-dire que si vous cherchez la facilité d'utilisation, vous allez plutôt vous orienter vers des outils d'organisation. Si vous cherchez plutôt le gain d'espace, allez vers des outils qui sont clairement orientés nettoyage et compression. Enfin, si vous recherchez le gain de temps, là, tout ce qui est aide à la contribution peut être un sérieux avantage. Ce système de rangement, il doit respecter 3 éléments principaux. Il doit être adapté à votre site. On ne range pas de la même manière un portfolio d'un e-commerce ou un site institutionnel. Donc, trouvez l'organisation qui fonctionne avec votre sujet, avec vos contenus. Il doit aussi être respecté de tous, ce système d'organisation.
vous devez communiquer sur ce système d'organisation pour que toute personne qui a à faire de la contribution sur votre site trouve les contenus qu'il souhaite. Et enfin, ce système, il doit aussi tenir dans le temps. N'allez pas vers un système beaucoup trop complexe, avec beaucoup de règles qui vous permettent de respecter absolument tous les clous, si c'est pour que dans 3 mois, 1 an, 3 ans, vous ayez déjà abandonné et que vous soyez retourné au western chaotique. Donc c'est le moment de nettoyer votre western, qui est devenu votre médiathèque. Et comme disait un célèbre cow-boy, optimise, tu optimiseras plus vite, ou quelque chose du genre. J'ai fini cette présentation et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Merci pour ta présentation. J'avais une question par rapport au format vidéo que tu recommandes, le MP4. Pourquoi ne pas aller plutôt vers du WebM qui est largement plus léger que du MP4 qui est le format le plus lourd? Alors, très bonne question. Ça va dépendre aussi des possibilités d'export. C'est-à-dire que quand on va transférer les vidéos en WebM, il va falloir aussi trouver le bon outil pour pas que, voilà, on nous casse les vidéos. Souvent, ça dépend de l'outil et en général, le MP4 est un peu mieux supporté dépendant des outils. C'est plus d'un côté pratique. Ouais, ok, je comprends. Après, Handbrake, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est gratuit sur Mac et tout. Voilà, pour le citer. Merci Touko. J'ai une question bête. Nativement, on peut renommer le nom du fichier dans la médiathèque WordPress? C'est la question? C'est la question. Je crois que non. C'est-à-dire que si vous renommez votre fichier, vous allez changer l'URL d'accès au fichier, et donc vous allez aussi casser la plupart des liens qui peuvent être liés à ce fichier-là. Donc la plupart du temps, il faut plutôt une extension dédiée pour être sûr d'avoir le moins d'erreurs possible dues à ce renommage. Avec une extension, là. Alors moi je vais poser une question du coup. J'ai toujours été étonné par la pauvreté de l'ergonomie et des fonctionnalités de la médiathèque WordPress. Est-ce que tu sais s'ils prévoient d'y travailler ou c'est vraiment pas, ils ont vraiment d'autres chats à fouetter Alors, mon premier constat en tant que UX design, et quand j'ai abordé WordPress la première fois, compliqué, très compliqué cette médiathèque. Je sais qu'actuellement ils sont en train de travailler sur un projet nommé Phase 3, qui est spécifiquement orienté sur la médiathèque, sur l'amélioration de la médiathèque, pour coller un peu plus à l'évolution FSE que prend WordPress actuellement. Donc on va être sur une médiathèque qui reprend les codes graphiques du FSE tel qu'on peut l'avoir sur par exemple les compositions ou les gestions de templates. Et là-dessus, normalement, on devrait avoir déjà visuellement une amélioration de la médiathèque et je crois une simplification de l'action des tâches. C'est-à-dire ça ne va pas forcément changer les actions qu'on peut faire dans la médiathèque, par contre, ça va changer l'emplacement des boutons. Donc c'est un peu plus intuitif, surtout quand on travaille avec tout simplement des dossiers. Les éléments se retrouvent un peu plus facilement. Et si je devais même pousser la comparaison, si on prend la gestion des mails sur Google, on a quelque chose qui est un peu plus similaire à ça, donc quelque chose de beaucoup plus intuitif pour l'usage qu'on en a actuellement. D'autres dernières questions ? Dans ton expérience sur tous les projets que tu as pu mener, est-ce que il y a eu une adaptation stricte de la gestion des vignettes par rapport à tous les formats d'images que tu vas faire dans tes designs ou dans le design system que tu vas mettre en place? Alors, c'est assez commun pour les thèmes, en tout cas, quand on applique un thème sur un site web, que le thème prévoit les tailles de vignettes adaptées à son usage.
sans forcément supprimer les vignettes adaptées ou créées automatiquement par WordPress. Bon, le sujet des vignettes, comment dire, c'est beaucoup d'images qui sont générées à partir de notre première image. Donc, gros conseil là-dessus, si vous avez accès en tout cas en développement à la génération des différentes vignettes, choisissez-en certaines qui sont adaptées à vos usages et enlevez les autres. Comme ça, lors de la contribution, vous allez avoir un choix assez simple entre 3-4 formats de vignettes différentes et la taille d'origine. Et ça suffit normalement à tous les usages. Merci beaucoup pour votre attention.